Chapitre 13. Avancez en donnant du sens à votre vie. La loi du désœuvrement. Contrairement aux animaux dont l'instinct leur évite les dangers, nous, êtres humains, devons compter sur nos décisions conscientes. Nous faisons de notre mieux en ce qui concerne notre carrière et les inévitables déconvenues de l'existence, mais au fond de nous, nous sentons manquer de sens, partir à droite et à gauche en fonction de notre humeur et des avis des autres. Comment en est-on arrivé à ce poste, à cet endroit? En se laissant pousser par le vent, on peut atterrir dans une impasse. Le moyen d'éviter cela est de donner du sens à notre vie, de découvrir notre vocation et d'utiliser cette connaissance pour prendre des décisions. On se connaît bien, on connaît nos goûts, nos tendances, on se fait confiance, sachant quelles batailles et déviations éviter. Même nos moments de doute, nos échecs ont un objectif, nous endurcir. Avec une telle énergie et une telle destination, nos actions ont une force irrésistible. La voix. Martin Luther King Jr., 1929-1968, connut une enfance agréable et insouciante dans un quartier noir de la classe moyenne d'Atlanta, en Géorgie. Son père, Martin Sr., était le pasteur de l'église baptiste Ebenezer à Atlanta. Les King étaient donc relativement aisés. Ses parents étaient aimants et dévoués à leurs enfants. La vie de famille était stable et confortable. Grand-mère King, qui chouchoutait le petit Martin, vivait également chez eux. Il avait un vaste réseau d'amis. Il avait vécu quelques expériences racistes en dehors de son quartier, mais cela ne l'avait pas traumatisé. Martin Junior était extrêmement sensible aux sentiments des personnes de son entourage. En grandissant, il ressentit chez son père quelque chose qui commença à le stresser et le gêner. Le père imposait une discipline stricte à ses 3 enfants, qui étaient obligés de bien se comporter. Dès que le petit Martin faisait une bêtise, il avait droit à des coups de fouet. Son père lui disait que c'était le seul moyen de faire de lui un homme. Les coups de fouet continuèrent jusqu'à ses 15 ans. Un jour, son père le surprit en train de danser avec une fille à un bal organisé par une église. Il gronda son fils devant ses amis avec une telle véhémence que Martin Junior ne voulut plus jamais déplaire à son père. Quoi qu'il en soit, cette discipline de fer n'était pas empreinte de méchanceté. L'affection de Martin Senior pour son fils était si sincère et palpable que le jeune garçon ne pouvait que ressentir de la culpabilité quand il le décevait. Ces sentiments de culpabilité stressaient le jeune Martin à cause des espoirs que son père avait fondés sur lui. Dès son jeune âge, il fit preuve d'une aisance orale inhabituelle. Il pouvait faire avaler n'importe quoi à ses amis grâce à son éloquence. Certes, c'était un gamin malin. Son père se mit en tête que son fils aîné suivrait ses pas. Il fréquenterait l'université de Morehouse à Atlanta, serait ordonné ministre du culte et servirait en tant que pasteur adjoint à Ebenezer avant d'hériter de la place de son père, tout comme Martin Senior avait succédé à son beau-père. Son père lui parlait parfois de ce projet. Mais plus que toute autre chose, le jeune garçon sentait le poids de ses attentes dans sa façon de traiter et regarder fièrement son fils. Et ça l'angoissait. Il vouait une profonde admiration pour son père qui avait énormément de principes, mais il ne pouvait s'empêcher de constater des différences qui allaient en s'accentuant concernant leur goût et leur tempérament. Le fils était plus accommodant. Il aimait fréquenter des soirées, s'habiller chic, sortir avec des filles, danser. En grandissant, il développa son côté introspectif et fut attiré par la lecture et le savoir. C'était un peu comme s'il avait un dédoublement de la personnalité. Il y avait un Martin sociable et un Martin solitaire et pensif. Son père, quant à lui, n'était pas aussi compliqué. Question religion, Martin Junior avait des doutes. La foi de son père était forte, mais simple. C'était un fondamentaliste qui croyait à l'interprétation littérale de la Bible. Ses sermons visaient les émotions de ses fidèles. De son côté, Martin Junior avait un tempérament plus calme. Il faisait preuve de sens logique et pratique. Son père se souciait davantage du bien-être des gens après la mort, alors que le fils s'intéressait plus à la vie sur terre et aux moyens de l'améliorer pour mieux en profiter. L'idée de devenir pasteur intensifiait ses conflits internes. Parfois, il pouvait imaginer suivre les pas de son père. Pour quelqu'un de particulièrement sensible à la souffrance et à l'injustice, c'était le moyen idéal de canaliser son souhait d'aider les autres. Mais pouvait-il devenir pasteur alors que sa foi était aussi fragile?
Il détestait les confrontations avec son père, avec lesquelles il était impossible de discuter. Sa stratégie était de toujours approuver tout ce que disait son père. Sa façon de gérer les tensions était de repousser toute décision qui pourrait provoquer un fossé entre eux. Ainsi, après le lycée, il décida d'intégrer Morehouse au plus grand plaisir de Martin Senior. Mais il avait un autre projet en tête, étudier tous les domaines qui l'intéressaient et décider seul de sa carrière. Les tout premiers mois, il envisagea de faire des études de médecine, puis de sociologie, puis de droit. Il n'arrêtait pas de changer d'avis, surexcité par tous les domaines qui s'ouvraient à lui. Il suivit des cours de théologie et fut agréablement surpris par la sagesse profonde de la Bible. Certains enseignants de Morehouse avaient une approche très intellectuelle du christianisme, ce qui plaisait au jeune Martin. Au cours de sa dernière année à Morehouse, il changea d'avis encore une fois. Il se ferait ordonner pasteur et allait intégrer le Crowther Theological Seminary en Pennsylvanie, afin d'obtenir un diplôme en théologie. Son père fut plus que ravi. Il avait compris qu'il valait mieux laisser Martin Junior explorer la religion comme il l'entendait, tant qu'il finissait à l'église Ebenezer. Au séminaire de Crowther, Martin Junior découvrit tout un nouveau pan du christianisme, l'engagement social et le militantisme politique. Il lut tous les grands philosophes, dévora les œuvres de Karl Marx, fut fasciné par l'histoire du Mahatma Gandhi. Appréciant la vie d'étudiant, il décida de poursuivre ses études à l'université de Boston, où il se fit auprès des professeurs la réputation d'un futur érudit. Mais en 1954, alors qu'il terminait son diplôme de fin d'études en théologie systématique, il ne peut plus reculer devant l'inévitable. Son père lui fit une proposition irrésistible, un poste de pasteur adjoint à Ebenezer et un poste d'enseignant à mi-temps à Morehouse, où il pourrait poursuivre les études qu'il aimait tant. Martin s'était récemment marié. Son épouse, Coretta, souhaitait qu'il reste dans le Nord où la vie était plus facile que dans le Sud. Il pouvait obtenir un poste d'enseignant dans n'importe quelle université. Les deux choix étaient alléchants. Leur vie serait dans les deux cas agréable. Pourtant, récemment, il avait eu une vision différente de son avenir. Il ne savait pas d'où cela venait, mais c'était clair pour lui. Il allait revenir dans le Sud, à ses racines. Il deviendrait pasteur d'une grande congrégation dans une ville de bonne taille, un endroit où il pourrait aider les autres, servir la communauté, se rendre utile. Toutefois, ce ne serait pas à Atlanta, comme son père l'avait prévu. Il n'était pas destiné à devenir enseignant ou un prédicateur formaté par son père. La voie facile n'était pas pour lui. Cette vision était devenue trop importante à ses yeux pour qu'il la nie. Son projet décevrait son père, et il le lui annonça donc avec le plus grand tact possible. Plusieurs mois avant d'être diplômé, il entendit parler d'un poste vacant à l'église baptiste de Dexter Avenue à Montgomery, dans l'Alabama. Il alla voir l'église et y fit un sermon qui impressionna ses dirigeants. Il trouva la congrégation de Dexter plus solennelle et attentionnée qu'à Ebenezer, ce qui lui convenait mieux. Coretta tenta de le dissuader. Elle avait grandi tout près de Montgomery et savait que la ségrégation était très forte dans la ville, avec beaucoup de tensions malsaines sous-jacentes. Martin allait être confronté à un racisme virulent qu'il n'avait jusqu'à présent jamais connu dans sa vie relativement protégée. Pour le père King, Dexter et Montgomery étaient synonymes de problèmes, et il abondait donc dans le sens de Coretta. Toutefois, lorsque Dexter offrit le poste à Martin, ce dernier ne tergiversa pas. Pour une raison quelconque, il se sentit sûr de son choix. Cela lui semblait fatidique et juste. Installé à Dexter, Martin travailla dur pour imposer son autorité. Il savait qu'il avait l'air trop jeune pour le poste. Il passait beaucoup de temps à peaufiner ses sermons. Prêcher devint une passion, et il gagna rapidement la réputation du prédicateur le plus formidable de la région. Contrairement à bon nombre de pasteurs, ses sermons fourmillaient d'idées inspirées par les livres qu'il avait lus. Il réussit à rendre ses idées pertinentes pour la vie quotidienne de sa congrégation. Le thème clé qu'il avait commencé à développer était le pouvoir transformateur de l'amour, un pouvoir qui était si peu employé dans le monde et que les Noirs devaient utiliser face aux oppresseurs blancs pour changer les choses. Il devint militant dans la branche locale de la NAACP, une organisation de défense des droits civiques, où on lui proposa le poste de président, qu'il refusa. Coretta venait de donner naissance à leur premier enfant, et ses responsabilités en tant que père et pasteur lui suffisaient.
Il restait actif dans la politique locale, mais son devoir était principalement envers son Église et sa famille. Il était épanoui et satisfait de sa vie. Sa congrégation l'adorait. Début décembre 1955, Dr. King, comme on l'appelait, regarda avec grand intérêt un mouvement de protestation qui commençait à se former à Montgomery. Une femme noire d'un certain âge, Rosa Parks, avait refusé de céder sa place dans un bus à un blanc comme le voulait la loi sur les transports en commun. Rosa Parks, un membre actif de la branche locale de la NAACP, fulminait depuis des années contre cette façon de traiter les Noirs et contre le comportement abusif des chauffeurs de bus. Et un jour, elle en eut assez. Son arrestation pour infraction à la loi servit de catalyseur pour les militants de Montgomery qui décidèrent de boycotter les bus urbains toute une journée en signe de solidarité. Le boycott s'étendit rapidement à une semaine, puis à plusieurs semaines, car les organisateurs avaient réussi à proposer un système de transport de remplacement. L'un des organisateurs du boycott, Eddie Nixon, demanda à Martin de prendre la tête du mouvement, mais ce dernier était plutôt réticent. Sa congrégation l'accaparait déjà, mais il promit de faire son possible pour soutenir le mouvement. Le boycott gagnait en ampleur, et les responsables comprirent que la branche locale de la NAACP n'avait pas les reins assez solides pour le gérer. Ils décidèrent de monter une nouvelle organisation, la Montgomery Improvement Association. Ceux qui avaient monté la MIA nommèrent King comme président car il était jeune, éloquent et possédait un leadership naturel. Ils s'attendaient à ce qu'il refuse. Ils savaient qu'il avait déjà hésité à endosser une telle responsabilité, mais Martin fut sensible à l'énergie qui se dégageait de la pièce où il se trouvait et à la confiance qu'il lui accordait. Ainsi, sans trop y réfléchir, il décida d'accepter. Alors que le boycott continuait, les administrateurs blancs de la ville devenaient de plus en plus inflexibles dans leur refus de mettre fin à la ségrégation dans les bus urbains. La tension s'accroissait. Plusieurs Noirs impliqués dans le boycott avaient été agressés. Dans les sermons qu'il tenait devant la foule rassemblée aux réunions de la MIA, King développa le thème de la résistance non violente, invoquant le nom de Gandhi. Il pouvait vaincre grâce à des manifestations pacifiques et des boycotts justifiés. Ils iraient encore plus loin et viseraient l'intégration totale des Noirs dans les espaces publics de Montgomery. Désormais, les autorités locales considéraient Martin Luther King comme un homme dangereux, un intrus venu d'un autre État. Ils lancèrent une campagne de diffamation, inventant toutes sortes de rumeurs sur ses erreurs de jeunesse et insinuant même que c'était un communiste. Il n'y avait pas un soir où il ne recevait pas de coups de téléphone le menaçant lui et sa famille. À Montgomery, ces menaces devaient être prises au sérieux. Habituellement réservé, il n'appréciait pas l'attention que les journaux nationaux lui portaient. Il y avait beaucoup de chamailleries au sein du leadership de la MIA, et les Blancs au pouvoir étaient rusés. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait quand il avait accepté de devenir le président de l'association. Plusieurs semaines après avoir endossé ce rôle, Martin Luther King fut arrêté au volant pour avoir prétendument commis un excès de vitesse. Il fut placé dans une cellule avec des criminels endurcis. Remis en liberté sous caution, son procès fut organisé 15 jours plus tard. Quel chef d'accusation allait-on bien pouvoir invoquer? La veille du procès, King reçut un coup de fil. « Sale nègre, on en a marre de toi et du bazar que tu sèmes. Si tu n'as pas quitté la ville dans 3 jours, on fait sauter ta maison et on te fait aussi sauter la tête. » Quelque chose dans le ton de cet appel anonyme le fit frissonner. C'était plus qu'une simple menace. Il peina à trouver le sommeil ce soir-là, la voix de cet homme tournant en boucle dans sa tête. Il descendit à la cuisine se préparer un café pour se calmer. Il tremblait. Il était en train de perdre son sang-froid et sa belle assurance. Ne pouvait-il pas trouver un moyen de se désengager de sa position de leader et de retrouver sa vie paisible de pasteur? En se remémorant son passé, il se rendit compte que, jusqu'à présent, il n'avait jamais connu de réelle adversité. Il avait eu la vie plutôt facile. Ses parents lui avaient tout donné. Il n'avait jamais connu une telle angoisse. En réfléchissant davantage, il comprit qu'il avait hérité de la religion par son père. Lui n'avait jamais personnellement communiqué avec Dieu ou ressenti sa présence de l'intérieur. Il pensa à sa fille et à sa femme qu'il aimait. Il n'en pouvait plus. Il ne pouvait pas appeler son père pour qu'il le conseille ou le réconforte.
Il était presque minuit. Il sentit la panique monter en lui. Soudain, il eut une illumination. Il n'y avait qu'un seul moyen de sortir de cette crise. Il reposa sa tasse de café et pria avec une intensité qu'il n'avait jamais connue jusqu'à présent. « Seigneur, j'avoue que je suis faible, j'hésite, je perds courage. Je ne peux pas laisser les gens me voir ainsi, car s'ils me voient faible et perdant courage, ils deviendront faibles à leur tour. » Au même moment, il entendit clairement une voix intérieure. « Martin Luther King, bats-toi pour la justice, pour la vérité, et je serai à tes côtés, jusqu'à la fin du monde s'il le faut. » Cette voix, il était persuadé que c'était celle du Seigneur, lui avait promis de ne jamais le quitter, de revenir quand il en aurait besoin. Quasi instantanément, il ressentit un immense soulagement. Le poids de ses doutes et de ses angoisses ne l'accablait plus. Il ne put s'empêcher de pleurer. Quelques jours plus tard, le soir, alors qu'il était à une réunion de la MIA, son domicile fut attaqué. Par chance, son épouse et sa fille en sortirent indemnes. Quand il fut informé de l'attaque, il garda son calme. Il sentait que rien ne pouvait l'ébranler désormais. En s'adressant à une foule de Noirs en colère qui s'était rassemblée devant chez lui, il déclara « Nous ne préconisons pas de violence. Nous devons aimer nos ennemis. Je veux que vous aimiez nos ennemis, que vous soyez bons envers eux. Aimez-les et faites-leur comprendre que vous les aimez. » Après le plasticage de son domicile, son père le supplia de rentrer avec sa famille à Atlanta, mais grâce au soutien de Coretta, Martin refusa de partir. Au cours des mois suivants, il releva bien des défis en se battant pour que le boycott continue et pour maintenir la pression sur les autorités locales. Puis, fin 1956, la Cour suprême confirma une décision d'une cour inférieure pour abolir la ségrégation dans les bus à Montgomery. Le matin du 18 décembre, King fut le premier passager à monter dans un bus et à s'asseoir où bon lui semblait. C'était une immense victoire. L'attention et la gloire nationale arrivèrent, accompagnées d'une kyrielle de problèmes et de casse-têtes. Les menaces de mort continuaient à affluer. Les leaders noirs les plus âgés de la MIA et de la NAACP n'appréciaient pas l'attention que Martin recevait. Le clash des égos devenait insupportable. Martin Luther King décida de monter une nouvelle organisation, appelée la Southern Christian Leadership Conference, dans le but d'étendre le mouvement ailleurs qu'à Montgomery. Mais l'envie et les querelles internes le poursuivirent. En 1959, Martin retourna dans sa ville natale pour devenir pasteur adjoint à Ebenezer et mener les diverses campagnes de la SCLC depuis ses quartiers généraux à Atlanta. Pour certains membres de l'organisation, il était trop charismatique, trop autoritaire, et ses campagnes étaient trop ambitieuses. Pour d'autres, il était trop faible, trop prêt à faire des compromis avec les autorités blanches. Les critiques des deux côtés étaient continuelles. Mais ce qui lui pesait le plus, c'étaient les tactiques horripilantes des Blancs au pouvoir, qui n'avaient nullement l'intention d'accepter des changements de loi ou de pratiques ségrégationnistes décourageant les Noirs de s'inscrire sur les listes électorales. Ils négocièrent avec Martin Luther King et acceptèrent un compromis, mais dès que les boycotts et les manifestations pacifiques cessèrent, ils trouvèrent toutes sortes de ruses pour se rétracter. Lors d'une campagne que King mena à Albany en Géorgie pour en finir avec la ségrégation dans la ville, le maire et le chef de la police firent preuve d'un calme olympien, faisant passer King et la SCLC comme un groupe de personnes déraisonnables qui n'étaient venues de l'extérieur que pour semer le trouble. Cette opération fut un échec cuisant. Martin Luther King en ressortit déprimé et épuisé. C'était dans de tels moments qu'il aspirait à retrouver sa vie d'antan, son enfance heureuse, ses années d'études agréables, les 18 premiers mois à Dexter. Et s'il se retirait du leadership et se consacrait au sermon et à l'écriture? Ses pensées l'envahissaient de plus en plus fréquemment. Puis, vers la fin de l'année 1962, quelqu'un d'autre fit appel à ses services. Fred Shuttleworth, l'un des grands militants noirs de Birmingham, en Alabama, suppliait King et la SCLC de l'aider à supprimer la ségrégation raciale dans les boutiques du centre-ville. Birmingham était l'une des villes où régnait la ségrégation la plus farouche du pays. Au lieu d'appliquer les lois fédérales pour ouvrir les lieux publics aux Noirs, comme les piscines, on préférait les fermer tout simplement.
Toute forme de protestation contre les pratiques ségrégationnistes recevait pour toute réponse une violence extrême et des actes terroristes. La ville avait hérité du surnom de Bombingham. Celui qui était chargé de la surveillance de ce bastion du Sud était Bull Connor, le chef de la police, trop content d'avoir l'occasion d'utiliser la force. Fouet, chien d'attaque, lance à eau, matraque. Ce serait certainement une campagne extrêmement dangereuse pour King. Au fond de lui, tout lui disait de décliner la proposition. Ses vieux doutes et ses anciennes craintes ressurgirent. Et si des gens mouraient? Et si la violence était dirigée contre lui et sa famille? Et s'il échouait? Il passa des nuits blanches à angoisser. Puis, la voix intérieure qu'il avait entendue 7 ans plus tôt revint, toujours aussi claire. Il avait été missionné pour se battre pour la justice, ne pas penser à lui, mais à sa mission. Il ne devait pas avoir peur. Oui, c'était sa mission d'aller à Birmingham. Mais en y réfléchissant, il ne put s'empêcher de repenser à ce que la voix lui avait dit. Défendre la justice signifiait l'appliquer de manière réelle et pratique, non pas discuter et faire des compromis inutiles. Sa peur de décevoir les gens et d'échouer le rendait trop prudent. Il devait être plus stratégique et plus courageux cette fois-ci. Il devait augmenter les enjeux et gagner. Sans crainte, sans doute. Il accepta donc la proposition de Shuttleworth et tandis qu'il organisait la campagne avec son équipe, il leur dit clairement qu'il devait apprendre des erreurs du passé. King leur exposa la nature du problème. L'administration Kennedy était très frileuse concernant les droits civiques. Le président craignait d'aliéner les démocrates sudistes du Congrès dont il dépendait. Il ferait de grandes promesses, mais traînerait des pieds. Ce qu'il devait faire, c'était provoquer une crise nationale sanglante. Le racisme et la ségrégation dans le Sud étaient invisibles aux yeux des Blancs modérés. Birmingham n'était qu'une petite bourgade endormie du Sud. L'objectif était donc de montrer le racisme aux téléspectateurs blancs pour marquer leur conscience et, grâce à l'indignation croissante, mettre l'administration Kennedy sous une telle pression qu'elle craquerait. Martin comptait sur la coopération de Bull Connor dans son projet. Ses réactions excessives à l'intensité de la campagne seraient la clé du drame qu'ils espéraient provoquer. En avril 1963, King et ses collègues mirent leur plan en marche. Ils attaquèrent sur plusieurs fronts, par des sittings et des manifestations. Malgré sa peur de la prison, Martin Luther King se fit arrêter. Cela allait lui faire de la publicité et toucher la population locale. Mais la campagne avait une faiblesse fatale qui n'apparut qu'au cours des événements. Le soutien de la population noire locale était mou. Beaucoup de Noirs de Birmingham n'appréciaient pas le style autocratique de Shuttleworth. D'autres craignaient la violence dont Connor était capable. Martin Luther King comptait sur une foule massive et houleuse, mais elle ne fut pas au rendez-vous. La presse nationale, qui ne sentait pas là un sujet brûlant, commença à quitter les lieux. Puis l'un des leaders de son équipe, James Bevel, eut une idée: rameuter les jeunes des écoles du coin. Martin avait des craintes et déclara qu'il ne fallait pas recruter des élèves de moins de 14 ans, mais Bevel lui rappela les enjeux et le besoin d'avoir beaucoup de partisans. Au sein de l'organisation et parmi les sympathisants, beaucoup étaient choqués par le pragmatisme de Martin Luther King et sa stratégie de faire appel à des personnes aussi jeunes. Mais la campagne avait un but plus vaste, et ce n'était pas le moment de faire la fine bouche. Les élèves répondirent à l'appel avec beaucoup d'enthousiasme. C'était ce dont le mouvement avait besoin. Les jeunes envahirent les rues de Birmingham, plus audacieux et chahuteurs que leurs parents. Et ils remplirent vite les prisons. Les journalistes revinrent en masse. La police fit usage de lances à eau, de chiens d'attaque et de matraques, frappant des adolescents et même des enfants. Bientôt, les chaînes de télévision d'Amérique montrèrent des images des scènes choquantes et sanglantes. Une foule énorme se pressait pour écouter les discours de Martin Luther King, qui appelait au soutien de la cause. Les autorités fédérales furent obligées d'intervenir pour apaiser les tensions. Mais Martin avait retenu la leçon. Il devait maintenir la pression jusqu'à la fin. Les représentants blancs du système ouvrirent à contre-cœur des négociations avec lui. Au même moment, il appela les sympathisants à poursuivre les manifestations dans le centre-ville jusqu'à ce que la police de Connor arrive au point de rupture. Les commerçants, effrayés, en eurent assez et demandèrent aux négociateurs blancs de trouver un compromis avec les leaders noirs pour supprimer la ségrégation dans les boutiques du centre-ville. Ils étaient prêts à employer des noirs.
C'était le plus grand triomphe de Martin Luther King jusqu'à présent. Il avait atteint son objectif ambitieux. Peu importait si les autorités blanches faisaient machine arrière. De toute façon, c'était prévisible. Kennedy était piégé. Il avait pris conscience de l'ampleur du problème après avoir vu les reportages à Birmingham. Peu après l'accord, il prit la parole à la télévision et expliqua la nécessité de faire immédiatement évoluer les droits civiques en proposant des lois ambitieuses. Cela conduit au Civil Rights Act de 1964, qui ouvrit la voie au Voting Rights Act de 1965. Cela fit de Martin Luther King le leader incontesté du mouvement en faveur des droits civiques, et il reçut le prix Nobel de la paix. L'argent affluait désormais à la SCLC, et le mouvement semblait avoir gagné un élan inéluctable. Hélas, comme par le passé, les problèmes pour Martin Luther King s'accumulaient à chaque victoire. Au cours des années qui suivirent les événements de Birmingham, il sentit qu'une réaction forte montait parmi les conservateurs et les républicains contre les progrès obtenus grâce à la contestation. Ils empêcheraient tout progrès futur. Il apprit que le FBI l'avait placé sous écoute et l'avait espionné pendant des années. Maintenant, il colportait des rumeurs et des histoires sur lui dans la presse. Il vit comment l'Amérique tombait dans un cycle de violence, à commencer par l'assassinat du président Kennedy. Il vit une nouvelle génération de militants noirs se rassembler sous la bannière Black Power, qui qualifiait la non-violence de faible et dépassée. Lorsque Martin Luther King entama une campagne à Chicago pour tenter de mettre fin à la discrimination en matière de logement, il négocia un règlement avec les autorités locales, mais les militants noirs le critiquèrent vivement. Il s'était contenté de beaucoup trop peu. Peu après cet épisode, des fidèles d'une église baptiste de Chicago le huèrent lors d'un discours au cri de Black Power. King tomba en dépression, abattu par le découragement. Début 1965, dans un magazine, il vit des images de la guerre du Vietnam qui le rendirent malade. Quelque chose clochait en Amérique. Cet été-là, il se rendit dans le quartier de Watts à Los Angeles où de violentes émeutes avaient eu lieu. La vue d'une telle pauvreté et dévastation lui fut insoutenable. Au cœur d'une des plus grandes villes du pays, au centre de l'industrie du rêve, vivaient énormément de gens dans le dénuement et le désespoir le plus total. Et ils étaient majoritairement invisibles aux yeux de tous. L'Amérique était rongée par un cancer. D'extrêmes inégalités dans la répartition des richesses et des dépenses folles dans une guerre absurde, tandis que des Noirs croupissaient dans les centres-villes. Sa dépression se teinta d'une colère croissante. Lors de conversations entre amis, on remarquait une transformation chez lui. À une réunion d'équipe, il déclara « Trop de gens conçoivent le pouvoir et l'amour comme des opposés, mais les deux se complètent. Le pouvoir sans amour est imprudent, et l'amour sans pouvoir est sentimental. » À une autre occasion, il évoqua une nouvelle tactique. Il n'abandonnerait jamais la non-violence comme moyen de pression, mais la campagne de désobéissance civile devait être modifiée et s'intensifier. La protestation non violente doit désormais mûrir pour atteindre un autre niveau. C'est la désobéissance civile de masse. Il nous faut plus qu'une affirmation devant la société. Il nous faut une force qui interrompe son fonctionnement à certains postes clés. Il ne s'agissait pas d'intégrer les Noirs dans les valeurs de la société américaine, mais de changer ces valeurs en profondeur. Il allait ajouter au mouvement des droits civiques la nécessité de trouver des solutions à la pauvreté en centre-ville et de protester contre la guerre du Vietnam. Le 4 avril 1967, il exprima l'élargissement de la lutte dans un discours qui reçut énormément d'attention, surtout négative. Même ses plus fervents supporters le critiquèrent. Inclure la guerre du Vietnam ne ferait qu'aliéner le public de la cause des droits civiques. Cela ennuierait l'administration de Johnson alors qu'il dépendait de son soutien. Il n'était pas habilité à parler de façon aussi large. Martin Luther King ne s'était jamais senti aussi seul, attaqué de toutes parts. Début 1968, sa dépression était plus forte que jamais. Il sentait la fin proche. L'un de ses nombreux ennemis allait finir par le tuer pour ses actes et ses paroles. Il se sentait épuisé par toutes les tensions et perdu dans sa foi. En mars, un pasteur du Tennessee invita Martin à Memphis dans l'espoir d'obtenir de sa part un soutien dans la grève des agents sanitaires noirs de la ville qui étaient traités de façon horrible. Il y avait déjà eu des marches, des boycotts,
des manifestations auxquelles la police avait répondu avec brutalité. La situation était explosive. Martin Luther King se sentait au bout du rouleau, mais comme souvent dans ce genre de situation, il savait qu'il était de son devoir de leur venir en aide, alors il accepta. Le 18 mars, il s'adressa à une foule énorme à Memphis, et la réaction enthousiaste des gens lui rendit le moral. Il entendit encore une fois sa voix intérieure qui lui disait de poursuivre. Memphis serait une étape essentielle dans sa mission. Les semaines suivantes, il fit des allers-retours à Memphis pour apporter son soutien contre la résistance féroce des autorités locales. Le 4 avril au soir, il fit un nouveau discours. « Nous avons devant nous des journées difficiles, mais peu m'importe ce qui va m'arriver maintenant, car je suis allé jusqu'au sommet de la montagne. Comme tout le monde, je voudrais vivre longtemps, mais je ne m'en soucie guère maintenant. Je veux simplement que la volonté de Dieu soit faite. Et il m'a permis d'atteindre le sommet de la montagne. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la terre promise. » Ce discours le revigora et le mit de bonne humeur. Le lendemain, il s'inquiéta qu'une nouvelle manifestation puisse mal tourner, mais il déclara que la peur ne devait pas les empêcher de continuer. « Je préfère mourir que d'avoir peur », déclara-t-il à l'un de ses assistants. Ce soir-là, il s'habilla pour aller dîner avec eux. Alors qu'il se faisait attendre, il sortit sur le balcon de la chambre de son motel lorsqu'un coup de feu retentit. Une balle lui traversa le cou et il mourut dans l'heure. Interprétation. Martin Luther King Jr. était un homme complexe dont la personnalité avait plusieurs facettes. Il y avait le King épicurien qui aimait les beaux vêtements, la gastronomie, la danse, les femmes, et qui était expiègle. Il y avait l'homme pragmatique qui voulait trouver des solutions aux problèmes des gens et qui réfléchissait beaucoup. Et il y avait l'homme sensible et introspectif, une facette de sa personnalité qui le poussait à se tourner vers la spiritualité. Ces facettes étaient souvent en contradiction quand son humeur changeait. C'est ce qui le faisait fréquemment hésiter à prendre des décisions. Ses associés étaient souvent troublés par la façon dont il étudiait toutes les options et doutait de lui-même, se croyant indigne du rôle qu'il avait été amené à jouer. Sa relation avec son père reflétait cette complexité. D'un côté, il l'aimait sincèrement et le respectait suffisamment pour devenir pasteur et adopter son mode de leadership. De l'autre, il était conscient très jeune des dangers s'il se laissait happer par la présence très forte de son père. Son frère cadet, A.D. King, en a souffert toute sa vie. Il était devenu pasteur, mais n'avait jamais pu affirmer son indépendance. Sa carrière a été mouvementée, car il a fréquemment changé d'église. Il était alcoolique, et plus tard dans sa vie, il a développé une tendance autodestructrice qui peinait beaucoup son frère aîné. Heidi vivait dans l'ombre de son père. Mais Martin, quant à lui, s'est toujours forcé à créer de la distance et à gagner en autonomie. Cela ne signifiait pas se rebeller sans réfléchir contre son père, ce qui aurait prouvé à quel point celui-ci l'avait modelé. Mais cela impliquait de comprendre leurs différences et de les utiliser pour se ménager de l'espace. Cela signifiait aussi de prendre les bons côtés de son père, à savoir sa discipline, ses principes, sa bienveillance naturelle, et de suivre son propre chemin lorsqu'il en ressentait le besoin au fond de lui. Il a appris à écouter ses intuitions, ce qui l'a conduit à entamer sa carrière publique à Montgomery et à accepter le rôle de leader au sein de la MIA. À ces occasions, c'était comme s'il pouvait deviner sa destinée et cesser de trop réfléchir aux choses. Puis, peu de temps après avoir accepté la direction de la MIA, il a commencé à ressentir les tensions grandissantes qui accompagnaient ce poste, et les multiples facettes de sa personnalité ont pris le dessus et l'ont conduit à un conflit interne. Il y avait l'homme qui doutait de lui-même, le craintif, le pragmatique frustré par les innombrables obstacles et luttes intestines, et celui qui aspirait à une vie plus simple, plus agréable. Ce conflit interne le paralysait. Le paroxysme a été atteint le soir où, dans la cuisine, toutes les tendances et intuitions qui l'avaient guidé jusqu'à présent se sont transformées en voix intérieures, la voix du Seigneur, pour clarifier son destin et lui offrir un soutien sans faille. Il entendait cette voix si distinctement qu'elle se propageait dans sa vie quotidienne. Depuis ce jour-là, il faisait toujours référence dans ses conversations et discours à cette voix qui le guidait. Elle faisait taire ses doutes, ses craintes et ses conflits internes. Ses changements d'humeur et ses angoisses allaient certainement revenir, mais la voix également,
ce qui rendait sa mission claire à ses yeux. Les gens étaient souvent surpris et parfois perturbés par le fait qu'il devenait plus stratégique au fur et à mesure que son rôle de leader s'étendait à l'échelle nationale. Pendant et après chaque campagne en faveur des droits civiques, il analysait en profondeur les actions et réactions de l'autre camp, tirant des leçons et peaufinant ses tactiques. Pour certains, cela ne correspondait pas à sa position de chef spirituel. Par exemple, sa décision de faire appel aux enfants et adolescents de Birmingham pour remplir les prisons. Un pasteur n'est pas censé réfléchir ainsi. Mais pour Martin Luther King, ce pragmatisme était intimement lié à sa mission. Inspirer les gens par des discours relevait du sentimental, ce qu'il détestait. Ne pas réfléchir aux conséquences revenait à attirer l'attention et à gratifier son ego. Il voulait faire changer les choses, changer radicalement les conditions de vie des Noirs dans le sud de l'Amérique. Il a fini par comprendre que le jeu, c'était d'avoir du poids face aux Blancs qui étaient au pouvoir, face à ceux qui étaient hermétiques au changement. Il devait utiliser les sittings et les boycotts pour exploiter au maximum leurs souffrances, y compris durant les négociations. Il devait exploiter l'attention des médias et faire pénétrer dans tous les foyers américains la dure réalité de la vie des Noirs dans le Sud. Son but stratégique était de toucher la conscience des Blancs. Il devait conserver l'unité du mouvement malgré le désir de violence grandissant parmi les jeunes Noirs. Sa voix intérieure lui rappelait son but ultime, celui de résister et d'instaurer une véritable justice. C'est pourquoi il s'est senti obligé de faire évoluer la lutte en une campagne de désobéissance civile de masse. Dans un sens, Martin Luther King servait de porte-voix à l'Amérique noire, assumant un rôle similaire à celui de la voix qui le guidait. Il s'efforçait d'apporter une unité à la cause et de concentrer le mouvement sur des résultats réels au lieu de luttes intestines stériles. Ces accès de dépression qui s'intensifiaient vers la fin étaient dus non seulement à sa sensibilité envers les gens qui l'entouraient, l'envie et les critiques perpétuelles qu'il provoquait, mais aussi à l'air du temps. Il était capable de sentir avant les autres l'humeur des Américains, la réalité sordide de la guerre du Vietnam, le désespoir des centres-villes, l'agitation des jeunes et leur désir d'échapper à la réalité à travers la consommation de drogue, la lâcheté des pouvoirs politiques. Il reliait tout cela à son futur destin tragique. Il savait qu'il serait éliminé un jour. De telles idées l'assaillaient, mais la voix qu'il avait entendue autrefois à Montgomery lui permettait d'apaiser ses craintes et de sortir de la dépression. Lorsqu'il était en communion avec sa mission et sa finalité dans l'existence, il se sentait très épanoui. Il accomplissait sa mission et n'aurait changé de vie pour rien au monde. Durant ces derniers jours, cette communion s'était intensifiée. Il allait apporter du changement aux habitants de Memphis, mais son destin ne l'a pas laissé aller jusqu'au bout. Que retenir de cet exemple? Par bien des aspects, le dilemme auquel Martin Luther King était confronté ressemble au nôtre à cause d'un élément profondément ancré dans la nature humaine. Nous sommes tous des êtres complexes. Nous aimons présenter au monde un visage cohérent et mature, mais au fond de nous, nous nous savons sujets à différentes humeurs. Nous portons différents masques en fonction des circonstances. Nous pouvons être pragmatiques, sociables, introspectifs, irrationnels selon l'humeur du moment. Et ce chaos intérieur nous fait souffrir. Nous manquons de cohérence et de finalité dans notre vie. Nous pourrions suivre n'importe quel chemin selon nos émotions fluctuantes, ce qui nous tiraille à gauche et à droite. Pourquoi aller par là plutôt que par ici? Nous errons dans la vie sans jamais atteindre les objectifs qui nous sont si importants, sans accomplir notre plein potentiel. Les moments où nous ressentons clarté et finalité sont éphémères. Pour apaiser la douleur de notre errance, nous pouvons nous empêtrer dans diverses addictions, chercher de nouvelles formes de plaisir ou nous plonger dans des causes qui nous intéressent quelques semaines ou quelques mois. La seule solution à ce dilemme est celle de Martin Luther King. Trouver un sens à sa vie, une mission qui nous guidera sur notre propre chemin, pas celui de nos parents, amis ou pères. Cette mission est reliée en profondeur à notre spécificité, à ce qui nous rend uniques. Comme l'a dit Martin Luther King, chacun a la responsabilité de découvrir sa propre finalité, l'œuvre de sa vie, sa mission. Ensuite, chacun doit s'y atteler avec force et toute l'énergie qu'on peut fournir. Cette œuvre d'une vie
et ce que chacun est destiné à accomplir en fonction de ses talents, dons et penchants respectifs. Telle est notre vocation dans la vie. Pour Martin Luther King, trouver sa propre voie, fusionner le pragmatique et le spirituel, était une véritable pulsion. Découvrir cette finalité supérieure nous permet de nous intégrer et de trouver l'orientation dont nous avons tous besoin. Considérez cette œuvre d'une vie comme quelque chose qui vous parle au fond de vous, une petite voix. Souvent, cette voix vous avertira par un mal-être que vous ressentirez lorsque vous vous empêtrerez dans des imbroglios inutiles ou que vous suivrez une carrière qui ne correspond pas à votre personnalité. Elle vous guidera vers des activités et des objectifs davantage en accord avec votre nature. En l'écoutant, vous aurez l'impression d'une plus grande clarté et intégrité. Si vous l'écoutez attentivement, elle vous dirigera vers votre destinée. Cette destinée peut être spirituelle, personnelle, ou les deux à la fois. Cette voix n'est pas celle de votre ego qui veut obtenir sans délai attention et reconnaissance, ce qui vous divise encore un peu plus de l'intérieur. Au contraire, cette voix vous fait vous absorber dans votre travail, dans ce que vous devez faire. Cette voix, nous ne l'entendons pas toujours puisque nous avons la tête pleine d'autres voix qui nous disent ce que nous devrions faire ou ne pas faire. Entendre cette voix demande un travail d'introspection, des efforts et de l'entraînement. Quand nous l'écoutons, des choses positives tendent à se produire. Nous avons la force intérieure nécessaire pour faire ce qui doit être fait sans être influencés par les autres qui ont leurs propres priorités. Écouter cette voix vous permet de vous reconnecter à vos objectifs supérieurs et vous aide à éviter les déviations. Elle vous rend plus stratégique, plus concentré et plus adaptable. Une fois que vous l'aurez entendu et que vous aurez compris votre finalité dans la vie, il ne sera plus possible de faire demi-tour. Votre voie est toute tracée si vous en déviez. Cela ne vous causera que des angoisses et des souffrances. Celui qui possède un pourquoi qui le fait vivre peut supporter tous les comment. Friedrich Nietzsche. Les clés de la nature humaine. Dans le monde d'aujourd'hui, nous affrontons une situation particulièrement délicate. Dès la fin de nos études, nous sommes jetés dans le monde du travail où la compétition est dure et les gens impitoyables. Quelques années auparavant, si nous avons eu de la chance, nos parents répondaient à nos besoins et nous guidaient. Dans certains cas, ils étaient ultra protecteurs. Désormais, nous sommes seuls, avec peu ou aucune véritable expérience de la vie. Nous devons prendre des décisions, faire des choix qui vont affecter notre avenir tout entier. Il n'y a pas si longtemps, la carrière des gens et leur choix de vie étaient plus restreints. On choisissait un métier ou un rôle et l'on s'y maintenait durant des années. Certains de nos aînés, des mentors, des membres de la famille ou des chefs spirituels, pouvaient nous guider si nécessaire. Mais aujourd'hui, ce genre de stabilité et d'aide ne se trouve pas facilement, car le monde change toujours plus rapidement. Tout le monde lutte pour y arriver. Les gens n'ont jamais été autant préoccupés par leurs propres besoins et emploi du temps. Les conseils de nos parents semblent datés dans ce nouvel ordre. Face à cette situation sans précédent, nous avons tendance à réagir de deux manières. Certains d'entre nous sont surexcités par tous les changements et adoptent ce nouvel ordre des choses. Nous sommes jeunes, pleins d'énergie, la pléthore d'opportunités que nous offre le monde du numérique nous épate. Nous pouvons faire des expériences, essayer plusieurs métiers, entretenir de nombreuses relations et vivre plein d'aventures. S'engager auprès d'une seule personne ou dans une seule carrière semble une restriction inutile de cette liberté. Obéir à des ordres et écouter les figures d'autorité est désuet. Mieux vaut explorer, s'amuser, rester ouvert. Il viendra bien un temps où nous saurons que faire de nous-mêmes, mais en attendant, conserver la liberté de n'en faire qu'à notre guise et aller où nous voulons est notre motivation principale. D'autres cependant réagissent de façon opposée. Effrayés par le chaos, nous choisissons une carrière pratique et lucrative avec l'espoir qu'elle rejoigne nos centres d'intérêt. Mais ce n'est pas forcément le cas. Nous nous casons. Nous nous accrochons peut-être encore à nos parents. Ce qui nous motive, c'est d'établir comme nous pouvons une stabilité qui est si difficile à trouver dans ce monde. Quoi qu'il en soit, les deux chemins mènent à des problèmes. Dans le premier cas de figure, à essayer tant de choses différentes, on ne développe jamais de véritable talent dans un domaine en particulier. On a du mal à se concentrer longtemps sur une activité spécifique, car on a l'habitude de papillonner et de nous distraire, ce qui complique davantage les choses quand on décide de développer une nouvelle compétence. Ainsi, nos opportunités d'avancement dans notre carrière diminuent. Nous voilà contraints à changer sans cesse de travail. On aimerait une relation amoureuse qui dure,
Mais on ne sait pas faire de compromis et l'idée de restreindre notre liberté à cause de cette relation durable nous hérisse. Même si nous avons du mal à l'admettre, il est probable que notre liberté commence à nous peser. Dans le second cas de figure, la carrière dans laquelle on s'est engagé à 20 ans peut commencer à nous paraître bien morne à 30. On l'a choisie par pragmatisme et elle n'a pas grand rapport avec ce qui nous intéresse réellement dans la vie. Ce n'est plus qu'un boulot alimentaire. On ne s'implique plus pleinement dans le travail et maintenant qu'on a atteint la cinquantaine, la myriade d'opportunités du monde moderne commence à nous tenter. Peut-être qu'on a besoin d'une nouvelle carrière, relation ou aventure excitante. Dans les deux cas, nous faisons ce que nous pouvons pour gérer nos frustrations. Mais au fil des ans, nous commençons à vivre des périodes difficiles que nous ne pouvons ni nier ni refouler. Nous n'avons généralement pas conscience de la source de notre mal-être, le manque de sens et de véritable direction de notre vie. Ce mal-être peut s'exprimer de différentes façons. Nous nous sentons de plus en plus las. Nous n'avons pas vraiment la tête à notre travail et nous nous tournons vers diverses distractions pour nous occuper l'esprit. Mais puisque nous recevons de moins en moins de satisfaction, nous devons sans cesse trouver des formes de diversion nouvelles et plus intenses. La dernière mode en matière de divertissement, des voyages vers des destinations exotiques, un nouveau gourou à suivre ou une nouvelle cause à défendre, des hobbies aussi vite adoptés qu'abandonnés, des addictions de toutes sortes. Il n'y a que seul ou dans des moments de déprime que nous connaissons l'ennui chronique qui motive bon nombre de nos actions et finit par nous ronger. Nous nous sentons de plus en plus fragiles. Nous avons des rêves et sentons que nous possédons un potentiel. Si nous avons erré sans but dans la vie ou que nous avons pris des chemins de traverse, nous commençons à prendre conscience des contradictions entre nos rêves et la réalité. Nous n'avons pas accompli quoi que ce soit de tangible et nous envions ceux qui l'ont fait. Notre ego se fragilise. C'est un piège. Nous sommes trop fragiles pour accepter la critique. Apprendre quelque chose, c'est admettre notre ignorance et la nécessité de nous améliorer, mais nous avons du mal à le reconnaître. Nos idées se figent et nos compétences stagnent. Nous masquons tout cela sous une certaine assurance, des avis tranchés ou une supériorité morale, mais l'insécurité latente demeure. Nous nous sentons souvent angoissés et stressés, mais nous ne savons jamais vraiment pourquoi. La vie implique inévitablement des obstacles et des difficultés, mais nous passons notre temps à éviter tout ce qui nous fait souffrir. Nous n'avons peut-être pas assumé des responsabilités qui nous prépareraient à l'échec. Nous évitons les choix difficiles et les situations stressantes. Mais ceux-ci finissent par surgir dans le présent. Nous sommes obligés de finir quelque chose avant la date limite où nous devenons soudain ambitieux et voulons concrétiser nos rêves. Nous n'avons pas appris à gérer ce genre de situation et sommes envahis par l'angoisse et le stress. Nos dérobades mènent à une anxiété perpétuelle. Et nous finissons par nous sentir déprimés. Nous voulons tous croire que notre vie a un sens, que nous sommes tous reliés à quelque chose de plus vaste que notre petite personne. Nous voulons sentir le poids et l'importance de nos accomplissements. Sans cette conviction, nous ressentons un vide, une déprime que nous attribuons à d'autres facteurs. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'impression d'être perdu et troublé n'est imputable à personne. C'est naturel quand on est né à une époque de grands changements et de chaos. Les anciens systèmes de soutien, la religion, les causes universelles auxquelles croire, la cohésion sociale ont quasiment disparu, du moins dans le monde occidental. Ce qui disparaît également, ce sont les conventions, les règles et les tabous qui canalisaient autrefois les comportements. Nous sommes tous à la dérive. Il n'est pas étonnant que tant de gens tombent dans les addictions et la dépression. Le problème est simple. En tant qu'être humain, c'est dans notre nature de vouloir savoir où l'on va. Les autres organismes vivants comptent sur des instincts élaborés pour les guider et déterminer leur comportement. Nous dépendons désormais de notre conscience. Mais l'esprit humain est un puissant fond. Il nous offre une infinité d'espaces mentaux à explorer. Notre imagination peut nous mener n'importe où et évoquer n'importe quoi. À tout moment, nous pouvons choisir d'aller dans une centaine de directions différentes. Sans système de croyance ou de convention, nous n'avons plus de points cardinaux pour guider notre comportement et nos décisions. Et c'est exaspérant. Heureusement, il y a une solution et par sa nature, elle est accessible à chacun de nous. Inutile de chercher des gourous ou d'être nostalgique d'une époque révolue et de ses certitudes. Il existe une boussole et un système pour nous guider. Il s'agit de chercher et de trouver notre raison de vivre individuelle.
C'est le chemin qu'ont emprunté ceux qui ont accompli de grandes choses et ont contribué à faire avancer l'humanité. Il suffit de voir ce chemin et de le suivre. Voici comment cela fonctionne. Chaque individu est radicalement unique. Ce caractère unique est inscrit en nous de 3 façons. La configuration unique de notre ADN, les connexions particulières de notre cerveau et nos expériences de vie qui nous sont propres. Considérez cette unicité comme une graine plantée à votre naissance qui a le potentiel de se développer. Et ce caractère unique a une finalité. Dans la nature, au sein d'un écosystème fleurissant, on observe une grande diversité parmi les espèces. Avec ces espèces qui opèrent de façon équilibrée, le système est riche et autonome, créant de nouvelles espèces et plus de liens. Les écosystèmes peu diversifiés sont plutôt stériles et leur état de santé est fragile. Nous, les êtres humains, avons notre propre écosystème culturel. Au fil de l'histoire, on a constaté que les cultures les plus saines et célèbres ont été celles qui ont encouragé et exploité la grande diversité parmi les individus. La Grèce antique, la dynastie Song en Chine, la Renaissance italienne, les années 1920 en Occident, entre autres. C'étaient des périodes de création intenses, des points clés de l'histoire. Il faut opposer cela à la conformité et à la stérilité culturelle des dictatures. En développant notre unicité au cours de notre vie par nos compétences particulières et la nature spécifique de notre travail, nous apportons notre participation à cette diversité nécessaire. Notre caractère unique transcende notre existence individuelle. C'est la nature qui nous l'imprime. Comment expliquer pourquoi nous sommes attirés par la musique, par la volonté d'aider les autres ou par une forme particulière de connaissance? Nous en avons hérité, et c'est en nous pour une bonne raison. Nous efforcer de nous connecter et de cultiver notre unicité nous fournit un chemin à suivre, un système de guidage interne à travers la vie. Quoi qu'il en soit, se connecter à ce système n'est pas facile. Normalement, les signes de notre caractère unique nous sont plus évidents dans notre enfance. Nous sommes naturellement attirés par des activités ou des sujets particuliers malgré l'influence de nos parents. On peut appeler cela nos penchants primaires. Ils nous parlent comme une voix. Mais en grandissant, cette voix est noyée par nos parents, nos pères, nos professeurs, la culture au sens large. On nous dit ce qu'il faut aimer, ce qui est tendance et ce qui ne l'est pas. Nous commençons à perdre le sens de qui nous sommes, de ce qui nous distingue. Nous choisissons une carrière qui ne correspond pas à notre nature. Pour exploiter notre système de guidage, il faut que le lien avec notre unicité soit aussi solide que possible et il faut apprendre à faire confiance à notre voix. Pour plus de détails, voir la partie suivante. Dans la mesure où l'on y parvient, on est grandement récompensé. On sait où l'on va dans la vie. On fait carrière dans un domaine qui correspond à nos intérêts particuliers. On se découvre une vocation. On sait quel talent on veut développer. On a des objectifs à long et moyen terme. Quand on dévie de notre chemin et qu'on se perd dans des imbroglios qui nous distraient de nos objectifs, on ne se sent pas bien et on reprend vite le bon cap. On peut explorer, vivre des aventures, c'est naturel quand on est jeune, mais nos explorations ont un certain sens qui nous empêche de douter et de nous laisser constamment distraire. Ce chemin n'exige pas de suivre une ligne droite ou de limiter nos penchants. Il se peut qu'on soit attiré par plusieurs types de connaissances. Notre chemin demande de maîtriser diverses compétences et de les associer de façon inventive et créatrice. C'était le génie de Léonard de Vinci, qui a associé son intérêt pour l'art, la science, l'architecture, l'ingénierie, et qui les maîtrisait tous parfaitement. Ce moyen de suivre sa voie correspond bien à nos goûts éclectiques actuels et notre envie d'explorer le vaste monde. Quand nous exploitons ce système de guidage interne, toutes les émotions négatives qui nous empoisonnent la vie dans notre errance sont neutralisées et se transforment même en émotions positives. Par exemple, accumuler des compétences pour se révéler ennuyeux. La pratique peut être ennuyeuse, mais nous pouvons accepter l'ennui en sachant que nous en tirerons d'énormes avantages. Nous apprenons quelque chose qui nous passionne. Nous ne cherchons pas constamment à nous distraire. Notre esprit est agréablement absorbé par le travail. Nous développons une aptitude à nous concentrer, et avec la concentration intense vient l'élan. Nous retenons ce que nous absorbons parce que nous sommes émotionnellement impliqués dans notre apprentissage. Puis, nous commençons à apprendre de plus en plus vite, ce qui conduit à une énergie créatrice. Avec un esprit grouillant d'informations nouvelles, les idées nous parviennent sorties de nulle part.
Atteindre un tel niveau de créativité est extrêmement satisfaisant et il devient de plus en plus facile d'ajouter de nouvelles compétences à notre répertoire. Quand on donne du sens à sa vie, on se sent plus fort. On a le sentiment d'avancer, de développer tout ou une partie de notre potentiel. On peut commencer à contempler ce que l'on a déjà accompli, de petit ou de grand. On a fait des choses. On peut avoir des moments de doute, mais généralement, ceci porte davantage sur la qualité de notre travail que sur notre valeur personnelle. A-t-on vraiment fait de notre mieux? En nous focalisant sur notre travail plutôt que sur ce que pensent les autres, on fait le tri entre les critiques constructives et les critiques malveillantes. On développe une résilience intérieure qui nous aide à rebondir en cas d'échec et à apprendre de nos déconvenues. On sait qui l'on est et cela devient notre point d'ancrage dans la vie. Avec notre système de guidage, nous transformons l'angoisse et le stress en émotions productives. En essayant d'atteindre nos objectifs, un livre, une affaire, une campagne électorale, nous devons gérer beaucoup d'angoisse et d'incertitude en prenant des décisions au quotidien. Au cours du processus, nous apprenons à contrôler notre niveau d'angoisse. Si l'on réfléchit trop à la progression nécessaire, on peut se sentir dépassé. À la place, nous apprenons à nous concentrer sur les étapes tout en maintenant le rythme. Nous développons la capacité de réguler notre niveau d'angoisse, suffisante pour nous faire avancer et améliorer notre travail, mais insuffisante pour nous paralyser. C'est une aptitude importante dans la vie. Nous développons aussi une résistance au stress et ressentons même la nécessité d'être un peu stressés. Les êtres humains sont faits pour gérer le stress. Notre esprit tonique et énergique s'épanouit mieux quand nous sommes actifs physiquement et mentalement, quand l'adrénaline coule à flot dans nos veines. C'est un fait connu. Les gens ont tendance à vieillir et leur état de santé se dégrade plus rapidement juste après avoir pris leur retraite. Leur esprit n'a plus de quoi s'alimenter. Les angoisses reviennent. Ils deviennent moins actifs. Conserver un certain niveau de stress et de tension tout en sachant les gérer contribue à améliorer notre état de santé. Enfin, quand nous donnons du sens à notre vie, nous sommes moins sujets à la dépression. Eh oui, les coups de mousse sont inévitables et parfois bienvenus. Ils nous permettent de nous replier sur nous-mêmes et de nous réévaluer, comme le fit Martin Luther King. Mais le plus souvent, nous nous sentons dynamisés, supérieurs à la mesquinerie qui marque si souvent la vie quotidienne du monde actuel. Nous avons une mission. Nous nous rendons compte que c'est l'œuvre de notre vie. Nous contribuons à quelque chose de bien plus vaste que notre petite personne, et cela nous rend plus nobles. Nous connaissons des moments de grande satisfaction qui nous soutiennent. Parfois même, nous n'avons plus peur de la mort. Ce que nous avons accompli nous survivra et nous n'avons pas le sentiment d'avoir gâché notre potentiel. Pensez-y en ces termes. Dans l'histoire militaire, deux types d'armées se distinguent, celles qui se battent pour une cause ou une idée, et celles qui se battent principalement pour la paye, pour faire le job. Les premières, comme les armées de Napoléon Bonaparte qui se battaient pour étendre la Révolution française, se battent plus intensément. Elles relient leur sort individuel à celui de la cause et de la nation. Les soldats sont davantage prêts à mourir pour la cause. Quant aux soldats moins enthousiastes, ils se font englober dans l'esprit de corps. Un général peut être plus exigeant envers ses troupes. Les bataillons sont plus unifiés et leurs chefs plus créatifs. Se battre pour une cause démultiplie la force. Plus les soldats croient à la cause, plus le moral des troupes est bon, ce qui se traduit par une force accrue. Une telle armée peut souvent infliger une défaite à un ennemi plus nombreux mais moins motivé. On pourrait dire la même chose de l'existence. Agir en donnant un sens profond à sa vie est un démultiplicateur de force. Toutes vos décisions et actions ont plus de puissance parce qu'elles sont guidées par une idée principale et un objectif central. Les nombreuses facettes de votre personnalité sont canalisées par cette finalité, ce qui vous procure davantage d'énergie dans la durée. Votre concentration et votre capacité à rebondir en cas d'échec vous transmettent un dynamisme irrésistible. Vous pouvez être plus exigeant envers vous-même. Dans un monde où tant de gens font sans cesse des détours, vous les dépasserez sans effort et attirerez l'attention pour cela. Les gens voudront vous côtoyer pour s'imprégner de votre esprit. Vous qui vous intéressez à la nature humaine, votre tâche est double. Tout d'abord, vous devez être conscient de l'importance fondamentale du sens de la vie.
De par notre nature, notre besoin de donner du sens à notre vie nous pousse irrémédiablement dans cette direction précise. Regardez les gens autour de vous, évaluez ce qui guide leur comportement et distinguez des schémas dans leurs choix. Est-ce la liberté de faire ce qu'ils veulent qui est leur principale motivation? Cherchent-ils surtout le plaisir, l'argent, l'attention, le pouvoir uniquement ou une cause à laquelle adhérer? Ce sont là ce qu'on appelle de fausses raisons d'être. Elles provoquent des comportements obsessionnels et conduisent à diverses impasses. Voir la fin de ce chapitre pour plus de détails sur les fausses raisons d'être. Quand vous avez repéré les gens motivés par de faux objectifs, évitez de les embaucher ou de collaborer avec eux, car ils auront tendance à vous tirer vers le bas par leur énergie improductive. Vous remarquerez aussi ceux qui se battent pour trouver le sens de leur vie sous forme de vocation. Peut-être pourriez-vous les aider ou vous aider mutuellement. Et enfin, vous reconnaîtrez les rares personnes qui ont un sens relativement élevé de leur finalité. Cela pourrait être une jeune personne destinée à de grandes choses. Vous voudrez devenir son ami et vous abreuver de son enthousiasme. D'autres seront plus âgés, ayant accompli de multiples choses durant leur existence. Vous chercherez à vous associer avec eux par tous les moyens. Ils vous tireront vers le haut. Votre seconde mission est de trouver votre finalité et de l'élever en tissant des liens profonds avec elle. Voir la partie suivante pour plus de détails. Si vous êtes jeune, utilisez ce que vous pouvez pour encadrer votre énergie débordante. Explorez le monde librement, vivez des aventures, mais le tout dans un certain cadre. Plus important encore, accumulez des compétences. Si vous êtes plus âgé et avez dévié de votre chemin, profitez des compétences que vous avez acquises pour les canaliser dans la direction qui correspond le mieux à vos penchants et à votre esprit. Évitez les changements de carrière brutaux, radicaux, qui sont irréalisables. Gardez à l'esprit que votre contribution à la culture peut prendre diverses formes. Vous n'avez pas à être un entrepreneur ou à devenir célèbre. Vous vous en sortirez tout aussi bien en opérant comme un individu au sein d'un groupe ou d'une organisation, tant que vous conserverez des opinions personnelles fortes que vous utiliserez pour exercer votre influence. Vous pouvez par exemple évoluer vers un métier physique ou artisanal. Soyez fiers de l'excellence de votre travail en laissant votre marque sur sa qualité. Il peut s'agir d'élever vos enfants de la meilleure façon possible. Aucune vocation n'est supérieure à une autre. Ce qui importe, c'est qu'elle soit liée à un besoin et à un penchant personnel, et que votre énergie vous pousse à vous améliorer et à apprendre sans cesse de vos expériences. Quoi qu'il en soit, essayez de cultiver autant que possible votre unicité et votre originalité. Dans un monde empli d'individus qui semblent interchangeables, vous serez irremplaçable. Vous êtes absolument unique. Personne d'autre ne possède votre combinaison de compétences et d'expériences. C'est une véritable liberté et le pouvoir ultime que nous autres, êtres humains, possédons. Les stratégies pour donner un sens à votre vie. Quand vous décidez de développer ou de renforcer votre finalité, c'est là que les choses se compliquent. Vous devrez affronter de nombreux ennemis et obstacles qui entravent votre progression. Les voix distrayantes des autres qui vous font douter de votre vocation et de votre unicité. Votre propre ennui et vos frustrations par rapport à cette tâche, ainsi que la lenteur de vos progrès. Le manque de critiques constructives pour vous aider. Le niveau d'angoisse que vous devez gérer. Et enfin, le burn-out qui accompagne souvent un travail difficile courant sur une longue période. Voici 5 stratégies pour vous aider à surmonter ces obstacles. Si la première est le point de départ, les autres ne sont pas présentées dans un ordre précis. Il faut toutes les appliquer pour avancer sans cesse. Découvrez votre vocation. Commencez par chercher des signes des penchants primaires que vous aviez durant l'enfance, quand ils étaient le plus limpides. Certaines personnes se souviennent très bien de leur premier penchant, mais pour d'autres, cela demande une introspection. Vous cherchez des moments où vous étiez inhabituellement fasciné par un sujet ou un objet en particulier, une activité ou un jeu spécifique. La grande scientifique du début du XXe siècle, Marie Curie, se souvenait distinctement du jour où, à 4 ans, elle était entrée dans le bureau de son père et avait été fascinée par les tubes et instruments de mesure d'expérimentation chimique rangés dans une armoire en verre dépoli. Toute sa vie, elle ressentit la même excitation en entrant dans un laboratoire. Pour Anton Tchekhov, ce fut lorsqu'il assista à sa première représentation au théâtre de sa bourgade. Toutes ces illusions l'enchantèrent. Pour Steve Jobs, c'était lorsque, étant petit, il passait devant un magasin d'électronique et admirait les merveilleux gadgets dans la vitrine,
s'extasiant devant leur design et leur complexité. Pour Tiger Woods, son plaisir était de regarder son père s'entraîner au golf dans son garage. Dès l'âge de 2 ans, il souhaitait faire comme lui. Pour Jean-Paul Sartre, c'était sa fascination d'enfant pour les mots imprimés sur les pages et le pouvoir magique que chacun d'entre eux possède. Ces moments d'attirance viscérale se sont produits sans crier gare et sans que les parents ou amis ne poussent dans ce sens. Il serait difficile d'expliquer pourquoi ils se sont produits. Cela dépasse notre contrôle individuel. L'actrice Ingrid Bergman l'a joliment exprimé en parlant de la fascination qu'elle ressentait à jouer devant la caméra de son père quand elle était enfant. « Je n'ai pas choisi d'être actrice, c'est le métier qui m'a choisi. » Parfois, ces moments se produisent quand on est plus âgé, comme Martin Luther King, qui a pris conscience de sa mission lorsqu'il s'est impliqué dans le boycott des bus publics de Montgomery. Parfois, ils se produisent en observant d'autres personnes expertes dans leur domaine. Lorsqu'il était jeune homme, le futur grand cinéaste japonais Akira Kurosawa n'avait pas de but spécifique. Il s'était essayé à la peinture, puis allait travailler comme assistant d'un réalisateur, un métier qu'il détestait. Il était prêt à passer à autre chose lorsqu'on lui proposa de travailler pour Kajiro Yamamoto en 1936. En regardant ce grand maître à l'œuvre, ses yeux s'ouvrirent sur les potentialités magiques du cinéma et il trouva sa vocation. Plus tard, il décrivit l'expérience ainsi. « C'était comme le vent de la montagne qui balayait mon visage. C'était une brise merveilleusement rafraîchissante après une ascension pénible. Le souffle du vent vous indique que vous atteignez la passe. Dans la passe, vous regardez le paysage qui s'ouvre devant vous. Quand je me tenais derrière la chaise de Yaman-san, à côté de la caméra, je sentais mon cœur enfler avec ce sentiment. Enfin, j'ai réussi. » Pour obtenir d'autres indices, examinez les moments dans votre vie où certaines tâches ou activités vous paraissent faciles ou naturelles, comme si vous nagiez avec le courant. En réalisant ces tâches, l'effort vous semble moins difficile. Les critiques des autres ne vous découragent pas facilement. Vous voulez apprendre. Opposez ces tâches et ces sujets à d'autres que vous trouvez abominablement ennuyeux et peu satisfaisants, ce qui vous frustre. Par ailleurs, vous voudrez découvrir la forme d'intelligence particulière qui correspond aux connexions de votre cerveau. Dans son livre « Les formes de l'intelligence », le psychologue Howard Gardner dresse la liste de certaines formes d'intelligence pour lesquelles les gens ont une affinité ou un talent particulier. Cela pourrait être les mathématiques et la logique, l'activité physique, les mots, les images ou la musique. On pourrait également ajouter l'intelligence sociale, une sensibilité supérieure aux autres. Lorsque vous vous impliquez dans l'activité qui vous semble juste, elle correspond à la forme d'intelligence la mieux adaptée à votre cerveau. À partir de ces différents facteurs, vous devriez être capable de repérer votre vocation. Pour résumer simplement en passant par ce processus, vous vous découvrez vous-même, vous découvrez ce qui vous démarque des autres, ce qui précède l'opinion des autres. Vous refaites connaissance avec vos goûts et dégoûts naturels. Plus tard dans la vie, nous ne savons pas vraiment ce que nous préférons car nous sommes influencés par la culture et ce que font les autres. En procédant ainsi, vous ôtez ces influences extérieures. Plus vous êtes en phase avec votre vocation, plus vous pourrez résister aux mauvaises idées des autres. Vous mettez en place votre système de guidage. Prenez le temps nécessaire pour compléter ce processus et prenez des notes dans un journal si besoin. Vous êtes en train de prendre l'habitude de vous évaluer et de vous écouter afin de surveiller votre progression et d'adapter votre vocation suivant les phases de votre vie. Si vous êtes jeune et que vous entamez votre carrière, vous voudrez explorer un domaine relativement vaste en lien avec vos penchants naturels. Par exemple, si vous avez des affinités avec les mots et l'écriture, essayez différents styles, jusqu'à ce que vous tombiez sur celui qui vous correspond. Si vous êtes plus âgé et que vous avez plus d'expérience, vous voudrez profiter des compétences acquises et trouver un moyen de les faire converger davantage vers votre véritable vocation. Il se peut que cette vocation implique plusieurs domaines qui vous fascinent. Pour Steve Jobs, c'était le croisement entre la technologie et le design. Gardez le processus ouvert. C'est votre expérience qui vous indiquera le chemin à suivre. N'essayez pas de court-circuiter le travail qu'implique la découverte de votre vocation ou d'imaginer qu'elle viendra à vous tout naturellement. Si certains découvrent la leur très tôt dans la vie ou lors d'un flash, la majorité d'entre nous doit mener une introspection et fournir des efforts continuels. Tester les compétences et les options en lien avec votre personnalité et vos penchants n'est pas la seule étape essentielle pour découvrir votre finalité,
mais c'est sans doute la plus importante dans la vie en général. Savoir qui vous êtes au fond de vous, reconnaître votre caractère unique, vous permettra de mieux éviter les autres pièges de la nature humaine. Utilisez la résistance et les incitations négatives. Pour réussir dans n'importe quel domaine, la clé est de développer des compétences diverses que vous pourrez par la suite combiner de façon unique et créatrice. Mais ce processus peut être fastidieux et douloureux quand vous vous rendez compte de vos limites et de votre manque relatif de talent. La plupart des gens, consciemment ou inconsciemment, cherchent à éviter l'ennui, la souffrance et toute forme d'adversité. Ils tentent de se placer là où ils auront moins de critiques et où le risque d'échec sera moindre. Choisissez de partir dans la direction opposée. Considérez les expériences négatives, les limites et même la souffrance comme le meilleur moyen de consolider vos compétences et d'affiner le sens que vous souhaitez donner à votre vie. Pour l'exercice physique, on comprend l'importance d'un niveau d'inconfort et de douleur tolérable, car cela procurera plus tard de la force, de l'endurance et d'autres sensations positives. Il en sera de même si vous acceptez l'ennui pendant votre apprentissage. La frustration indique que vous progressez car votre esprit prend ainsi conscience du niveau de compétence que vous avez atteint. Acceptez et utilisez à votre avantage les délais impartis, quels qu'ils soient. Si vous vous donnez 1 an pour terminer un projet ou lancer une affaire, cela vous prendra généralement un peu plus longtemps. Si vous vous accordez 3 mois, vous aurez terminé bien plus tôt et le niveau d'énergie concentré avec lequel vous travaillez augmentera votre niveau de compétence et produira un résultat final d'autant meilleur. Si nécessaire, donnez-vous des délais raisonnablement serrés pour intensifier vos efforts et votre énergie dans la direction de votre finalité. Thomas Edison savait qu'il lui faudrait beaucoup trop de temps pour concrétiser ses inventions. Alors, il prit l'habitude de parler de leur intérêt futur aux journalistes. En faisant leur promotion, il s'imposait de les réaliser et assez rapidement, au risque de se ridiculiser. Il devait se montrer à la hauteur, ce qu'il faisait presque toujours. Hakuin, grand maître zen du XVIIIe siècle, allait encore plus loin. Il était très frustré par les koans particuliers de son maître. Des anecdotes paradoxales destinées à provoquer le discernement. Puisqu'il ne progressait pas, il se sentait désespéré. Il se dit alors très sérieusement « Si je n'arrive pas à maîtriser l'un de ces koans en 7 jours, je me suicide. » La méthode fonctionna et il finit par atteindre l'illumination. En progressant sur le chemin que vous avez choisi, vous serez confronté de plus en plus souvent aux critiques. Si certaines peuvent être constructives et justes, beaucoup sont proférées par envie. Vous reconnaîtrez les critiques négatives par le ton émotionnel des gens qui les expriment. Ils vont trop loin, parlent avec trop de véhémence, prennent les choses personnellement et vous font douter de vos capacités en pointant du doigt votre caractère plutôt que votre travail. Ils ne disent pas en détail ce qu'il faudrait faire pour vous améliorer. Lorsque vous repérez ces critiques, il ne faut pas les intérioriser. Si vous vous mettez sur la défensive, cela prouvera qu'ils vous ont touché. Préférez utiliser leur avis négatif pour vous motiver et confirmer votre raison d'être. Absorbez l'énergie utile. Nous sommes très sensibles à l'humeur et à l'énergie que dégagent les autres. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux éviter les contacts répétés avec ceux qui ont une fausse ou faible raison d'être. Essayez au contraire de trouver ceux dont la raison d'être est forte et de vous associer à eux. Cela pourrait être le mentor idéal, un professeur ou un collègue sur un projet. Ces personnes auront tendance à faire ressortir le meilleur de vous et vous accepterez mieux leurs critiques. C'est ce qui a donné tant de puissance à Coco Chanel, voir le chapitre 5. Elle avait entamé la vie en position de faiblesse, orpheline et sans ressources. Vers 20 ans, elle a compris que sa vocation était de créer des vêtements et de lancer sa propre ligne. Mais pour l'aspect commercial, elle avait besoin qu'on la guide. Elle a cherché ceux qui pourraient l'aider. À 25 ans, elle a rencontré la cible idéale, un homme d'affaires anglais plus âgé nommé Arthur Boyd Capel. Elle était attirée par son ambition, sa vaste expérience, sa connaissance de l'art et son sens pratique impitoyable. Elle s'est accrochée à lui. Il pouvait lui donner confiance en elle pour devenir une grande couturière. Il lui a appris le sens du commerce. Elle acceptait ses critiques dures parce qu'elle le respectait énormément. Arthur Capel l'a aidé à prendre ses premières décisions importantes en créant sa marque. Grâce à lui, Coco Chanel a développé sa propre raison d'être, qu'elle a tenue toute sa vie. Sans son influence, Coco aurait eu du mal à suivre sa voie. Plus tard, elle a continué à appliquer cette stratégie.
Elle trouvait des hommes et des femmes disposant des compétences qui lui faisaient défaut ou qu'elle devait améliorer. Bienveillance sociale, marketing, capacité à repérer les tendances culturelles, et nouait des relations avec eux afin de progresser et d'apprendre. Dans ce cas, trouvez des personnes qui sont pragmatiques et non simplement charismatiques ou visionnaires. Vous avez soif de leurs conseils pratiques. Si possible, rassemblez autour de vous un groupe de personnes issues de différents domaines, des amis ou associés qui ont un niveau d'énergie similaire au vôtre. Ainsi, vous pourrez développer mutuellement votre raison d'être individuelle. Ne vous contentez pas d'associations virtuelles ou de mentors, car l'effet ne sera pas le même. Créez une échelle d'objectifs décroissants. Travailler avec des objectifs à long terme permet d'avoir plus de clarté et de détermination. Ces objectifs, un projet ou une affaire à monter par exemple, peuvent être assez ambitieux, en tout cas suffisamment pour que vous donniez le meilleur de vous-même. Mais le souci, c'est qu'ils sont aussi anxiogènes quand vous regarderez tout ce que vous devez faire. Pour gérer cette angoisse, vous devez créer une échelle d'objectifs plus petits. Au premier échelon de votre échelle, ces objectifs sont simples et vous pouvez les atteindre en peu de temps, ce qui est très satisfaisant et vous donne l'impression d'avancer. Essayez toujours de fractionner les tâches. Prévoyez des micro-objectifs à atteindre tous les jours ou toutes les semaines. Cela vous aidera à vous concentrer et à éviter les complications ou détours qui vous font perdre de l'énergie. En même temps, rappelez-vous sans cesse votre objectif général. Évitez de le perdre de vue ou de vous enliser dans des détails. Revenez de temps à autre à votre vision d'origine et imaginez votre immense satisfaction quand vous aurez terminé. Cela vous donnera de l'élan. Il faut aussi que le processus soit un peu souple. À certains moments, réévaluez votre progression et réajustez les divers objectifs si nécessaire, car vous apprenez avec l'expérience, vous vous adaptez et vous améliorez votre objectif initial. N'oubliez pas que vous voulez une série de résultats concrets, pas une liste de rêves ou de projets avortés. En fractionnant les objectifs, vous avancerez mieux dans la bonne direction. Plongez-vous dans le travail. L'engagement et les sacrifices que cela demande sont sans doute les principales difficultés que vous affronterez. Vous devrez gérer des moments de frustration, d'ennui et certains échecs, sans parler des multiples tentations de notre culture pour vous offrir des plaisirs immédiats. Généralement, les avantages décrits dans les clés ci-dessus ne sont pas immédiatement apparents. Et au fil des ans, il est possible que vous soyez confronté à un burn-out. Pour compenser l'ennui, il faut avoir des moments de flux dans lesquels l'esprit s'immerge si complètement dans le travail que vous dépassez votre ego. Vous connaîtrez alors une joie et une sérénité profonde. Le psychologue Abraham Maslow les appelait des expériences paroxystiques. Et une fois que vous les aurez vécues, vous serez définitivement transformé. Vous aurez envie de les revivre à nouveau. Les petits plaisirs immédiats font pâle figure par rapport à ces expériences. Quand nous nous sentons récompensés pour nos sacrifices et notre dévouement, notre raison d'être s'en trouve intensifiée. Ces expériences ne se fabriquent pas, mais on peut créer le bon contexte pour les voir apparaître et ainsi augmenter les chances de les vivre. Tout d'abord, attendez d'avoir déjà parcouru du chemin dans le processus, au moins la moitié du projet ou plusieurs années d'études dans votre domaine. C'est là que l'esprit est naturellement rempli de toutes sortes d'informations et qu'il est prêt à connaître une expérience paroxystique. Ensuite, prévoyez des temps de travail ininterrompus, autant d'heures que possible pendant la journée et sur autant de jours de la semaine que possible. Par conséquent, il faudra éliminer vos distractions habituelles et même prévoir de disparaître pendant un temps. Pensez-y comme à une retraite spirituelle. Steve Jobs fermait les portes de son bureau et passait des journées entières confiné dans la pièce en attendant la concentration totale. En vous y habituant, vous pourrez le faire n'importe où. Il paraît qu'Einstein était tant absorbé par ce qu'il faisait qu'il se perdait dans les rues de sa ville ou en bateau sur le lac. Troisièmement, ce qui importe est le travail. Pas votre personne ni votre désir de reconnaissance. Votre esprit fusionne avec le travail et toute pensée intrusive de votre ego, vos doutes sur vos capacités ou vos obsessions personnelles vont interrompre le flux. Non seulement le flux est extrêmement thérapeutique, mais il produit aussi des résultats étonnamment créatifs. Lorsqu'elle était impliquée dans un projet de film, Ingrid Bergman y mettait toute son énergie, oubliant tout le reste dans sa vie. Contrairement aux autres acteurs qui se souciaient davantage de leur cachet ou de leur notoriété, elle y voyait uniquement l'occasion d'incarner totalement le rôle qu'elle devait jouer et auquel elle devait donner vie. C'est pourquoi elle discutait avec les scénaristes et le réalisateur du film
et changeait parfois le rôle ou les dialogues pour les rendre plus réels. Et il lui faisait confiance, car ses idées étaient toujours excellentes et le fruit de sa mûre réflexion sur le personnage qu'elle devait incarner. Lorsqu'elle avait suffisamment participé à la réflexion et à la réécriture du scénario, elle pouvait passer des jours ou des semaines en fusion totale avec son personnage, évitant d'interagir avec les autres. Ainsi, elle pouvait oublier toutes ses souffrances, la disparition de ses parents quand elle était petite, son mari qui la maltraitait. Ces moments étaient des instants de joie véritables dans sa vie, et elle transposait ces expériences paroxystiques sur le grand écran. Les spectateurs sentaient quelque chose de sincèrement vrai dans ses performances et s'identifiaient avec une intensité inhabituelle au personnage qu'elle incarnait. Savoir qu'elle connaîtrait de temps en temps ce genre d'expériences et leurs bénéfices permettait à Ingrid Bergman de dépasser ses souffrances et ses sacrifices. Considérez cela comme une force de dévotion religieuse à l'œuvre de votre vie. Une telle dévotion produira des moments de fusion parfaite avec le travail lui-même, une sorte d'extase impossible à décrire tant qu'on ne l'a pas vécu personnellement. Le leurre des fausses raisons d'être. La force de gravitation qui nous pousse à trouver une raison d'être provient de deux éléments de la nature humaine. Tout d'abord, incapable de nous reposer sur nos instincts comme les animaux, il nous faut un système de guidage pour restreindre notre comportement. Deuxièmement, nous, les êtres humains, sommes conscients de notre petitesse dans un monde habité par des milliards d'autres individus dans un univers encore plus vaste. Nous sommes conscients que nous mourrons un jour et que nous serons happés par l'éternité. Nous avons besoin de nous sentir plus grands que le simple individu que nous sommes chacun et reliés à quelque chose qui nous transcende. Pourtant, la nature humaine étant ce qu'elle est, beaucoup de personnes se cherchent une raison d'être et un sentiment de transcendance vite fait bien fait, sans engager beaucoup d'efforts. Ces gens-là s'abandonnent aux fausses raisons d'être, celles qui donnent simplement l'illusion de transcendance et leur font croire qu'ils ont un but dans la vie. On peut les différencier de la façon suivante. La véritable raison d'être vient de l'intérieur. Il s'agit d'une idée, d'une vocation, d'une impression d'avoir une mission qu'on ressent personnellement et à laquelle on est intimement attaché. Cela nous appartient en propre. Il se peut que des tiers nous aient inspirés, mais personne ne nous l'a imposé et personne ne peut nous la retirer. Même les croyants ne se contenteront pas de l'orthodoxie. On passe par une introspection rigoureuse et on forge notre conviction de l'intérieur en étant fidèle à soi-même. Les fausses raisons d'être proviennent de sources externes, des systèmes de pensée qu'on gobe tout rond, une conformité par rapport aux autres. La véritable raison d'être nous élève à un niveau plus humain. On améliore nos compétences et on aiguise notre esprit. On se réalise et on contribue à la société. La fausse raison d'être nous tire vers le bas, vers le côté animal de notre nature. Les addictions, la perte de nos facultés mentales, la conformité aveugle, le cynisme. Il est essentiel d'être conscient de ces fausses raisons d'être. À un moment ou à un autre de la vie, nous allons tous inévitablement y succomber parce qu'elles sont faciles, populaires, abordables. Si nous arrivons à éliminer l'envie d'y succomber, nous graviterons naturellement vers des formes supérieures dans notre quête de finalité. Voici les 5 formes les plus courantes de fausses raisons d'être qui attirent les humains depuis l'aube de la civilisation. La quête du plaisir. Pour beaucoup, le travail n'est qu'une nécessité agaçante de la vie. Ce qui nous motive, c'est d'éviter de souffrir et de trouver autant de plaisir que possible en dehors de notre temps de travail. Ces plaisirs prennent diverses formes. Le sexe, les stimulants, les divertissements, la nourriture, le shopping, les jeux d'argent, les gadgets technologiques, les jeux de toutes sortes. Quels que soient les objets de notre désir, ils nous mènent à une dynamique de rendement décroissant. Nos moments de plaisir deviennent ennuyeux à force de répétition. Nous avons besoin de plus en plus de ce plaisir spécifique ou bien cherchons constamment de nouvelles distractions. Notre besoin se transforme souvent en addiction et la dépendance s'accompagne d'une diminution des facultés intellectuelles et d'une altération de notre état de santé. Nous devenons possédés par les objets qui nous font envie et l'on se perd. Sous l'influence de la drogue ou de l'alcool, par exemple, nous pouvons nous sentir temporairement transportés au-delà de la banalité de notre existence. Cette forme de fausse raison d'être est très courante dans le monde actuel, notamment à cause de la multitude des distractions à notre portée. Mais cela va à l'encontre d'un élément de base de la nature humaine. Pour obtenir des niveaux plus élevés de plaisir, on doit apprendre à se limiter.
Lire rapidement une succession de livres pour se distraire tend à diminuer la satisfaction ressentie avec chaque ouvrage. Notre esprit est submergé, surstimulé, et il nous faut lire un nouveau livre tout de suite après avoir fini le précédent. En revanche, lire un excellent livre en nous plongeant dedans a un effet relaxant et stimulant. On y découvre des trésors cachés. Dès qu'on pose le livre, on y repense. Nous avons tous envie de moments agréables en dehors du travail, de moyens de décompresser. Mais quand on a une raison d'être, on sait qu'il est important de se limiter, d'opter pour des expériences profondes plutôt que trop stimulantes. Les causes et les cultes. Les gens ont besoin de croire à quelque chose, et en l'absence d'un grand système de croyances fédérateur, ce vide est facilement comblé par toutes sortes de microcauses et de cultes. On remarque que ce genre de groupe ne dure jamais longtemps. En 10 ans à peine, ils sont déjà dépassés. Durant leur brève existence, les adeptes remplacent leurs convictions extrêmes par une vision claire de ce qu'ils recherchent. C'est dans ce but qu'on trouve vite des ennemis et qu'on les considère responsables de tout ce qui cloche dans le monde. Ces groupes sont un moyen pour les gens d'extérioriser leurs frustrations, envies et haines personnelles. Ils tendent à se sentir supérieurs, intégrés à un groupe qui a un accès direct à la vérité. Ce que veulent les disciples est plutôt flou. C'est ainsi qu'on reconnaît les microcauses ou cultes. Ils ne peuvent pas décrire concrètement le genre de monde ou de société qu'ils veulent. Une grande partie de leur raison d'être tourne autour de définitions négatives. Débarrassons-nous de ces gens ou de ces pratiques, et le monde sera un paradis. Ils n'ont aucune stratégie ni moyen bien défini pour atteindre leur objectif nébuleux. C'est donc clairement le signe que leur groupe cherche avant tout à exprimer des émotions. Ces groupes dépendent souvent de grands rassemblements de personnes qui s'enivrent par le nombre et par les sentiments partagés. Des leaders rusés les ont déjà tournés à leur avantage. Dans une foule, les gens sont très influençables. À force d'entendre des phrases courtes et simples ainsi martelées, ils finissent par entonner les slogans et avaler les idées les plus folles. Dans une foule, les gens sont soulagés de ne pas avoir de responsabilité, ce qui peut conduire à la violence. Ils se sentent transcendés et forts, mais ce n'est qu'une illusion. En réalité, ils sont faibles, car ils ont perdu leur volonté et leur voix individuelle. Adopter une cause peut être une part importante de notre raison d'être, comme c'était le cas pour Martin Luther King. Mais elle doit venir d'un processus interne au cours duquel on a longuement réfléchi au sujet. Notre implication dans cette cause fait partie de l'œuvre de notre vie. Nous ne sommes pas que des rouages de la machine, mais des contributeurs actifs. Chacun apporte son caractère unique et personne ne se contente de suivre le mouvement. On ne soutient pas une cause pour gratifier notre ego ou exprimer de méchantes émotions, mais par la soif de justice et de vérité profondément ancrée dans notre propre raison d'être. L'argent et la réussite. Beaucoup de personnes sont motivées par la quête de l'argent et du statut. Pour ces gens-là, réfléchir à leur vocation serait un énorme gâchis de temps, un concept dépassé. Mais à long terme, cette philosophie donne des résultats illusoires. Tout d'abord, ces individus sont souvent actifs dans des domaines où ils gagneront rapidement de l'argent. Ils visent les grosses payes. Leur choix de carrière a peu de rapport, voire aucun, avec leur véritable penchant. Les domaines qu'ils choisissent sont généralement déjà envahis d'autres assoiffés de fortune et de réussite. La concurrence est donc féroce. S'ils y mettent suffisamment de zèle, ils peuvent bien s'en sortir pendant un temps. Mais en vieillissant, ils deviennent inquiets et un peu blasés. Alors ils tentent d'autres moyens de gagner de l'argent et de réussir. Ils ont besoin de nouveaux défis. Ils doivent sans cesse trouver de nouvelles motivations. Ils font souvent de grosses erreurs durant leur quête obsessionnelle de l'argent, car ils ne pensent qu'à court terme, comme ceux qui ont pris les chemins de traverse menant à la crise de 2008. Ensuite, on peut gagner de l'argent et réussir durablement si on reste original, sans suivre les sentiers battus. Si l'argent est notre but premier, on ne cultive jamais vraiment notre caractère unique et quelqu'un de plus jeune et de plus ambitieux finira par nous supplanter. Enfin, ce qui motive souvent les gens dans cette quête, c'est le simple fait d'avoir plus d'argent ou un meilleur statut que les autres, se sentir supérieur. Ainsi, ils ne peuvent pas savoir quand ils en ont assez, car il y a toujours des personnes qui en ont plus qu'eux. Cette quête est donc infinie et épuisante. Et puisque le lien avec leur travail n'a rien de personnel, ces personnes s'éloignent de qui elles sont vraiment. Leur quête leur semble creuse. Ce sont des accros au boulot qui n'ont pas de véritable vocation. Ces personnes tombent en dépression ou deviennent maniaques et finiront par perdre ce qu'elles ont gagné si leur obsession prend le dessus. On connaît tous les effets de l'hyper-intention.
Si on veut dormir, qu'on en a vraiment besoin, on a moins de chances de s'endormir. Si on doit faire le meilleur discours possible devant une assemblée, on angoisse beaucoup et le résultat en souffre. Si on a trop envie de trouver un compagnon ou de se faire un ami, on risque de repousser les gens. Si au contraire, nous lâchons prise et pensons à autre chose, nous avons plus de chances de nous endormir, de prononcer un discours mémorable ou de charmer autrui. Les choses les plus agréables dans la vie sont le résultat de quelque chose qu'on n'a pas attendu ni directement souhaité. Quand on s'efforce de fabriquer de bons moments, on est généralement déçu. Il en va de même pour les quêtes acharnées après l'argent et la réussite. La plupart des personnes qui ont réussi, qui sont devenues célèbres ou riches, n'étaient pas obsédées par l'argent ou le statut. L'un des meilleurs exemples serait celui de Steve Jobs, qui a amassé une jolie fortune durant sa vie relativement courte. En réalité, les biens matériels ne l'intéressaient pas. Ce qui l'intéressait, c'était inventer de bons designs originaux, et quand il y parvenait, la chance lui souriait. Essayez de conserver un sens aigu de votre raison d'être, et la réussite suivra naturellement. L'attention. Depuis toujours, les gens cherchent la célébrité et l'attention pour se sentir plus importants. Ils deviennent dépendants du nombre de personnes qui les applaudissent, de la taille de l'armée qu'ils commandent, de la foule de courtisans qui les serrent. Mais cette fausse raison d'être s'est démocratisée et étendue à travers les réseaux sociaux. Maintenant, n'importe qui peut avoir plus d'attention que les rois ou conquérants du passé dans leurs rêves les plus fous. L'image que nous avons de nous-mêmes et notre amour-propre sont liés à l'attention que nous recevons au quotidien. Sur les réseaux sociaux, il faut être de plus en plus audacieux pour capturer les regards. C'est une quête épuisante et aliénante, car on se mue en clown plus que toute autre chose. Dès que l'attention se relâche, cela nous ronge. Est-on en train de la perdre complètement? Qui siphonne notre flux d'attention? Comme avec l'argent et la réussite, on a beaucoup plus de chances d'attirer l'attention en développant une forte raison d'être et un travail qui vont naturellement attirer les gens. Lorsque l'attention est inattendue, comme avec une réussite soudaine, c'est d'autant plus plaisant. Le cynisme. Selon Friedrich Nietzsche, l'homme préférerait avoir le vide comme objectif plutôt que d'être dépourvu d'objectifs. Le cynisme, l'impression que la vie n'a pas de sens, est ce qu'on appellerait avoir le vide comme finalité. Dans le monde actuel, alors qu'on est de plus en plus déçu par les politiques et les croyances du passé, cette forme de fausse raison d'être est de plus en plus courante. Ce cynisme implique certaines des croyances suivantes. La vie est absurde, dépourvue de sens, aléatoire. Les notions de vérité, d'excellence ou de sens sont totalement désuètes. Tout est relatif. Les jugements des gens ne sont que leur interprétation du monde et ne valent pas mieux que d'autres. Tous les politiques sont corrompus. Cela ne vaut pas la peine de s'impliquer. Mieux vaut s'abstenir ou choisir un leader qui mettra délibérément un coup de pied dans la fourmilière. Ceux qui réussissent y parviennent en jouant avec le système. On devrait se méfier de toute forme d'autorité. Regardez ce qui se cache derrière les motivations des gens et vous verrez qu'ils sont égoïstes. La réalité est moche et brutale. Mieux vaut l'accepter et être sceptique. Il est difficile de prendre les choses aussi sérieusement. On ferait mieux d'en rire et de s'amuser. C'est toujours la même chose. Cette attitude se veut cool et branchée. Ses partisans se montrent plutôt indifférents et narquois, ce qui fait croire qu'ils voient la vérité à travers tous ces filtres. Mais les apparences sont trompeuses. Derrière cette attitude je m'en foutiste d'adolescent, se cache la peur d'échouer si on essaie de ressortir du lot et d'être ridicule. Elle provient d'une grande paresse et console ceux qui n'ont rien accompli. Nous qui sommes en quête d'un motif de vie, nous voulons avancer dans la direction opposée. La réalité n'est ni moche ni brutale. Elle a beaucoup d'aspects sublimes et merveilleux. Nous le voyons dans les œuvres des autres. Nous voulons plus de sublime. Rien n'est plus impressionnant que le cerveau humain, sa complexité, son potentiel inexploité. Nous aimerions profiter de ce potentiel dans la vie et ne pas nous complaire dans l'attitude cynique des paresseux. Nous découvrons un sens dans tout ce que nous vivons et voyons. En fin de compte, nous voulons fusionner la curiosité et l'engouement que nous avions enfant pour le monde, quand tout semblait merveilleux, mais avec notre intelligence d'adulte.
Toute la loi de l'existence humaine consiste à toujours pouvoir s'incliner devant l'infiniment grand. Ôtez aux hommes la grandeur infinie, ils cesseront de vivre et mourront dans le désespoir. L'immense, l'infini, est aussi nécessaire à l'homme que la petite planète sur laquelle il habite. Fédor Dostoïevski.